dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de rencontrer Patrice Marot-Desgrottes, le fondateur d'Elitis, l'une des plus belles références dans l'univers du tissu et du papier peint. Enfin, je dis papier peint, mais c'est aussi et surtout, dit-on, plutôt des revêtements muraux, incroyables et innovants, qui deviennent très vite des bestes et des classiques de demain. Copié, mais jamais égalé, Elitis s'appuie sur des savoir-faire ancestraux du monde entier qu'il transforme en créations contemporaines qu'on touche et qu'on désire. Car c'est ça aussi leur valeur, être sans cesse en train d'oser des propositions, de se renouveler, tout en s'adaptant à l'ère du temps et aux demandes du moment. J'espère que cette rencontre vous plaira et que vous voudrez bien d'avance m'excuser pour les petits couacs de son, car confinement oblige, Patrice étant à Toulouse, nous avons enregistré à distance. Bonjour Patrice. Bonjour Hortense. Alors quand on se connecte sur votre site, c'est tout de suite écrit auteur et éditeur. Bien en haut, qu'est-ce que ça veut dire, cette signature ? En fait, un auteur, c'est quelqu'un qui crée. Un éditeur, il ne crée pas forcément. Il peut soit puiser dans ses propres archives, soit puiser dans des archives de musées, soit acheter à l'extérieur, puis éditer. C'est comme un éditeur de livres, si vous voulez. Vous voyez ? Oui. Mais, nous, on avait pris le soin de préciser que nous étions aussi auteurs, parce que pratiquement la totalité de ce que l'on fait a été pensé, imaginé, dessiné à l'intérieur de notre bureau de style. D'accord. Alors, vous avez créé Elitis il y a 32 ans, si mes calculs sont bons. Oui. Pour le milieu des éditeurs, des métiers d'art, vous êtes une société qui est assez jeune, entre guillemets. Comment vous avez trouvé votre place au milieu des autres acteurs qui étaient peut-être un peu plus installés ? Je pense que nous sommes arrivés au bon moment. C'est-à-dire que 32 ans, ça nous amène dans les années 80, fin des années 80, en 1988 exactement. Et c'est une époque où le marché était en train de changer, mais peut-être que tout le monde ne s'en rendait pas compte. Moi, ça faisait une dizaine d'années que j'étais dans le métier, et je me rappelle d'assister tous les 2 ans à la grand-messe professionnelle qui avait lieu au Grand Palais, où tout le monde venait s'exclamer devant des dessins du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, quelquefois un petit peu art déco, mais très 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 peu. Et moi, j'étais quelqu'un de mon époque. J'ai vécu dans les grandes maisons de famille, donc j'étais habitué à tout cet esprit-là, mais je n'en voulais pas. J'aspirais à autre chose, et il se trouve que cette aspiration, elle correspondait aussi à un changement. C'est-à-dire que si vous vous remettez en arrière, vous vous rendrez compte que c'est pratiquement dans cette phase-là que tout le côté très classique a commencé à beaucoup diminuer, et que le contemporain, la mode, surtout, sont devenus des sources d'inspiration qui étaient très fortes. Et on s'est installés là-dedans. Oui, d'accord. Oui, parce que le milieu des éditeurs, était assez classique. Vous avez l'impression, ou vous avez cherché à le bousculer, vous avez vraiment voulu apporter quelque chose de nouveau ? Non, pas à le bousculer, j'avais pas cette prétention, mais juste de faire des choses qui nous correspondaient bien, avec lesquelles on se sentait très en harmonie. Et moi, les reproduire des dessins d'autrefois, ça ne me disait rien. Je préférais plutôt qu'on soit complètement dans notre époque. Ah, vous êtes vite devenu une référence. Comment vous l'êtes devenu, justement ? Comment vous êtes distingué des autres ? D'abord parce que l'approche n'était pas que commerciale, elle était aussi créative. Et je me suis entouré tout de suite de personnes qui avaient ce talent créatif, qui venaient souvent d'horizons différents, qui n'étaient pas systématiquement lié au métier, parce que de toute façon, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui est spécialisé, par exemple, en papier peint à cette époque. À cette époque, le papier peint, ça valait rien. Mais je me suis entouré de gens qui sont des vrais créateurs, qui sont passés par les grandes écoles françaises, mais qui faisaient aussi d'autres choses, qui faisaient pour certains, par exemple, de l'illustration, pour d'autres de la photo, pour d'autres qui venaient de la mode. Donc ça faisait un univers, d'autres de l'architecture d'intérieur.
Ce qui fait qu'on n'était pas très, entre guillemets, métier. On était déjà un petit peu à l'écart aussi par cette approche. Et comment vous étiez venu l'idée de créer Litis finalement? Vous aviez quel parcours avant ça? Alors moi, j'ai un parcours qui, a priori, ne me portait pas vers ça, puisque j'ai fait du droit, mais vous savez qu'on a toujours dit que le droit menait à tout. Mais je n'avais pas l'âme d'un juriste, en tous les cas, Ouais. ni le souhait d'être notaire ou avocat, vous voyez, ou juriste d'entreprise. Ouais. J'ai eu la chance de démarrer mon vrai premier métier dans une petite entreprise qui, elle, importait des revêtements muraux qui étaient fabriqués en Asie, principalement en Corée, un petit peu en Thaïlande, un petit peu au Japon. Et là, j'ai appris mon métier pendant 3 ans, mon futur métier, on va dire, pendant 3 ans, avec pas mal de liberté, c'est-à-dire que j'avais la possibilité de partir chercher à l'autre bout de la terre des produits différents de ceux qui existaient. Donc ça, c'était passionnant, même si j'y connaissais pas grand-chose, mais c'était quand même formidable de pouvoir faire ça. Et puis cette entreprise a été rachetée par un groupe qui était important et qui était spécialisé dans le papier. Là, j'ai passé quelques années aussi avec eux et j'ai appris le côté un peu plus industriel aussi et le côté peut-être un peu plus organisé, qu'il n'y a pas toujours dans des petites entreprises. Et quand je voyais que à la fois l'esprit des produits n'était pas exactement ce que moi j'aurais souhaité, j'aurais imaginé, parce que j'aspirais à des choses qui soient beaucoup plus en phase toujours avec mon époque et pas juste des dessins qu'on achète comme ça à gauche, à droite. Et du coup, il y avait pas tellement c'était difficile d'avoir une véritable homogénéité. Ça, c'était un des points importants. Et le deuxième point, c'est que dans les entreprises, pour que vous puissiez y être heureux, il faut que vous puissiez évoluer. Or, si j'avais bien évolué dans cette entreprise, au bout de quelques années, moi, je faisais partie d'une petite entreprise qui a été rachetée. Naviguer dans un grand groupe, c'était plus compliqué parce que les places, elles étaient déjà réservées entre tout un tas de gens qui se connaissaient, qui se faisaient confiance. Et moi, je faisais partie des pièces rapportées. Donc, je me suis dit, d'accord, parfait. Je vais aller exercer mes talents ailleurs. Et c'est comme ça que naturellement, j'ai eu l'idée de créer quelques Editis, qui n'était pas qui était une référence aussi sur le nom. Tout le côté un petit peu de Grèce que j'adore, parce que à cette époque, vous aviez quelqu'un qui était très connu en Grèce, qui s'appelait Odysseus Elitis, et qui était le plus grand poète contemporain. Ça s'écrit pas exactement pareil, mais j'aimais bien aussi ce rapprochement avec la Grèce, qui sont aussi nos racines culturelles profondes à nous, les Occidentaux. Comment vous êtes lancé dans le papier peint? Alors, c'était un petit peu un hasard. En fait, j'ai commencé par du revêtement mural. À l'occasion d'un mariage, comme ça, j'ai rencontré quelqu'un j'avais 25 ans à l'époque, quelqu'un qui recherchait une personne plutôt jeune, qui avait pas peur de voyager, qui était en bonne santé et qui parlait l'anglais. C'était comme ça qu'on faisait les recrutements à l'époque, c'était une merveille. Et donc je suis rentré dans cette entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, je l'ai pas présenté, mais elle avait été rachetée par un grand groupe. Et donc j'ai appris le papier peint à cette époque, et le papier peint c'était à cette époque, dans les début des années 80, fin des années 70, c'était un papier qui valait rien. C'est-à-dire le petit paquet de colle de 250 grammes valait plus cher que le papier peint que vous achetiez. Et donc il fallait être capable de lui donner une richesse, mais il n'en avait pas. Donc ça, c'était complexe. Et puis, c'est vrai, autant que je me rappelle, le premier vrai cauchemar de ma vie, quand je devais avoir 7 ou 8 ans, c'était un papier peint dans ma chambre qui se décollait du mur. C'était un papier peint à fleurs, je me rappelle, et qui venait me dévorer. Donc, j'avais un rapport avec le papier peint qui était pas forcément très agréable. Et en plus, il valait rien. Il a fallu surmonter tout ça pour arriver à créer une valeur ajoutée créative au produit. Et puis petit à petit, quand vous vous intéressez, vous passionnez, et puis vous vous rendez compte que on peut faire des choses qui sont sublimes aussi avec du papier. Donc le papier peint ne vous fait plus peur. Et voilà, exactement. Vous avez surmonté votre peur comme ça. Tout à fait.
Chez Elitis, vous avez une vraie, et c'est ce qui vous distingue, une vraie passion pour la matière détournée. Alors, on parle de coque de noix de coco, de nacre, de sequin, de faux cuir. Les revêtements muraux, notamment, ont souvent des, entre guillemets, des matières à haut potentiel créatif. Comment vous les trouvez? Comment vous les sélectionnez? Alors, d'abord, il faut imaginer que notre première collection, c'était déjà un effet de matière, et ça, c'était donc en 1988. Et ensuite, on a eu de cesse de continuer à travailler, à développer, à rechercher ce type de produit, en allant, comme vous venez de l'expliquer, jusqu'à quelque chose qui semble assez surprenant, inhabituel, par exemple, de prendre des noix de coco et puis de les transformer en vêtements muraux. De prendre de la nacre et puis d'en faire des fils qu'on va ensuite tisser sur des métiers à bras, contrecoller sur des supports à tisser pour en faire aussi des revêtements muraux qui vont orner les murs. C'est très inhabituel. Mais ça, c'est beaucoup de recherches, beaucoup de rencontres, y compris d'artisans, de micro-entreprises, et puis de talents de personnes, parce que vous avez à la fois le talent de l'artisan, mais vous avez surtout le talent créatif, le talent d'imagination de notre côté, et surtout aussi des sous-traitants avec lesquels nous travaillons. Donc vous avez quoi? Vous avez des personnes qui sillonnent un peu le monde pour trouver un peu des nouvelles, les nouveaux matières qui sont pas encore Oui, ça va dans les deux, ça va dans les deux sens. exploitées. Comment vous êtes organisé en fait? Alors, ça va dans les deux sens. D'abord, chez nous, nos stylistes voyagent. C'est-à-dire, ils ne restent pas toujours derrière leur bureau, parce qu'on a besoin d'aller aussi sentir l'air du temps, mais pas l'air du temps que chez nous. Ils peuvent aller, je dirais, il n'y a pas de destination interdite. Le but est toujours de s'enrichir et puis d'aller trouver des idées. Puis après, vous allez les remélanger avec vos propres qualités, votre sens artistique, votre force personnelle. Et donc, à la fois, nous, on se déplace et en même temps, les gens nous connaissent et viennent nous voir aussi. Alors, c'est vrai que nous, on est basé historiquement à Toulouse. Heureusement maintenant que depuis quelques années, il y a une navette entre Paris et Toulouse. C'est plus facile en avion. Non, ce qui fait que ce sont ces 32 ans de recherche, de rencontres. Et puis quand vous creusez, vous trouvez, et puis vous trouvez tout le temps. Oui, il y a beaucoup en fait vous avez toute une cellule entre guillemets recherche et développement, parce que c'est vrai que vous avez des effets matières qui sont vraiment très nombreux et très réussis. Un papier peint en velours, on a vraiment l'impression de toucher du velours. Comment vous créez ces techniques inédites? C'est beaucoup d'innovation. Parce que c'est du velours. Ouais, c'était long à mettre au point. Parce que d'abord, il faut que si vous voulez, d'un bord à l'autre, on ne voit pas la différence. Il ne faut pas qu'il y ait des nuances de couleurs. Ensuite, il fallait trouver un système, parce que si vous le contrecollez, vous l'écrasez. Donc, si vous écrasez le poil, c'est pas beau. Donc, on a fini par trouver des techniques où c'est le support est fait dans le tissage, ce qui fait que vous n'écrasez pas le poil de velours, et il garde toute sa richesse. Et ce pour tout autant d'effets matières. Oui, mais même, vous voyez, juste pour ça, il y a 3 ans de mise au point. Oui, c'est ça. Combien de temps il vous faut pour créer une collection sur ces... Très variable. Si on a de la chance, ça peut être, on va dire, en 15 mois, à peu près, 15-18 mois. Et puis, pour certains produits, par exemple, les 3D, les revêtements muraux en 3 dimensions que nous avons mis au point, c'est-à-dire c'est vraiment nous qui l'avons mis au point, même si ensuite, c'est un petit peu essaimé chez certains confrères. Mais en tous les cas, c'était Elitis qui l'a mis au point. Et on a eu pratiquement 4 années. Et justement, vous avez des propositions qui sont toujours très actuelles, même souvent un peu précurseurs en termes d'innovation. Comment vous faites pour avoir toujours ce temps d'avance? C'est pas un temps d'avance, c'est juste la façon de regarder les choses. C'est-à-dire que on regarde vraiment avec ce que l'on vit, ce qu'est l'histoire d'Elitis, que nous avons fait déjà à plusieurs depuis une trentaine d'années. Et puis on a des racines qui sont très fortes, notamment cette culture de la matière. Et forcément, quand vous regardez dans cette direction-là et pas dans la direction d'un dessin du XVIIIe siècle, par exemple, ou de la Compagnie des Indes, que vous allez retravailler de façon différente, on n'a pas le même regard. Vous comparez parfois votre travail à la mode. En quoi ça se rapproche de la haute couture? Alors, la haute couture, je dirais pas la haute couture, mais en tous les cas, si vous regardez si vous lisez le vocabulaire d'Elitis, vous allez vous rendre compte que vous avez tout un tas de matières, de techniques qui sont très très proches de ce que la mode utilise. Et nous travaillons nous aussi pas que dans des grandes usines.
On travaille énormément, mais vraiment énormément, avec plein de petits ateliers dont le premier job est la mode et n'est pas du tout le revêtement mural ou le tissu d'ameublement. Oui. On fait des passerelles comme ça. Et ça D'accord. nous contribue toujours, je dirais, ça alimente le regard qu'on a sur notre métier et qui est un regard très actuel et qui reste très actuel parce qu'il est toujours lié à l'actualité, à la séduction du moment, aux envies du moment. Vous voyez, notre esprit est tourné vers là. Donc, on n'a pas tellement évidemment, on pourrait se déconnecter. Ça, c'est bien sûr, c'est toujours un risque, évidemment. Mais par contre, il est quand même tourné en priorité vers là. Donc, en fait, vous avez un studio de création qui est très important. Il y a combien de personnes? Oui, nous avons un studio de création qu'on vient en plus d'élargir d'ailleurs, puisque Elitis est une entreprise qui est connue surtout pour le mural. Même si on a fait des choses on a été aussi très innovant en tissu jusque, je dirais, dans les années 2008, parce que entre 2000 et 2008, il y avait un grand changement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Le design prenait beaucoup de force. Et ce qui fait que nous, on a sorti, vous voyez, des tissus qui étaient découpés au laser. Et on en faisait des rideaux avec des transparences magnifiques. Mais bon, ça, on a brûlé des milliers de mètres avant de réussir à le mettre au point. Mais tout cet esprit-là, il a été mais vraiment balayé par la crise de 2008, où tout d'un coup, ça serait intéressant de faire des analogies aussi ensuite avec la crise qu'on va vivre aujourd'hui. Mais tout ce qui était trop contemporain, trop moderne, les gens ont eu peur et ils se sont retranchés vers quelque chose qu'ils connaissaient mieux. Vous voyez, on a besoin de se réfugier un petit peu. On le retrouvait aussi dans notre métier. Et alors qu'on avait des produits qui étaient fabuleux. On a fait en 2004, je crois, les premiers lins métallisés en induction, mais aussi avec des fils de trame et puis les tissus gardaient la mémoire de la forme qu'on leur donnait, par exemple, en les manipulant. On a fait les premiers tressages de cuir en tissu d'ameublement, alors que ça n'existait pas non plus. Mais ça, s'est inspiré de l'industrie de la chaussure. Mais vous voyez, tout ça, à chaque fois, c'est des rencontres et puis exercer le regard que nous avons sur des métiers qui sont différents des nôtres, mais qu'on peut détourner pour les amener chez nous. Et là où d'autres font appel à des designers, des créateurs, vous, tout est pensé en interne. Oui. C'est-à-dire que chez Elitis, la star, c'était Elitis. Et en interne, nous avons des créatifs qui sont formidables, qui acceptent aussi que la star, ce soit la marque, mais qui travaillent avec une très grande liberté, et pour que vraiment on puisse exprimer ce que l'on a véritablement en nous. On se limite pas. C'est ce qui nous permet d'aller dans des endroits assez surprenants. Et ben justement, c'est vrai que vous avez des styles qui sont très différents, que ce soit les coloris, les dessins, les effets matière. Ouais. Vous avez une offre très large. En fait, vous vouliez pas vous cantonner à un style. Est-ce que vous fixez un cadre ou vous êtes ouvert à tout? Nous, on travaille quand même sur les envies du moment, mais évidemment celles que nous ressentons nous. Et ça marche si on est en phase. Si on n'était pas en phase, ça marche pas. Personnellement, je vois pas comme je vous l'ai expliqué succinctement tout à l'heure, je vois pas de frein à cette démarche. Elle me semble pouvoir vivre longtemps, tant que vous êtes en phase. Donc en phase avec quoi? En phase avec ce que vous imaginez que les gens attendent et aspirent aussi. D'accord. Et en fait, chez nous, il y a beaucoup de surprises. Vous voyez, très souvent, on travaille sur des sujets qui, comme ils n'existaient pas dans notre métier, il y a toujours une prise de risque qui est forte à la fois techniquement, bien sûr, et puis dans la réponse des futurs potentiels acheteurs. Typiquement, là, vous avez une collection, par exemple, éco-design, donc c'est très dans l'actualité. En quoi elle est éco-responsable? Quelles sont les matières? Comment vous l'avez travaillée, imaginée? Je dirais c'est presque pour une partie de nos produits, pas pour la totalité, mais pour une partie de nos produits, même si on sait que globalement on va se diriger nous aussi complètement vers ça. Mais il y a une grande partie de nos produits qui intrinsèquement sont toujours éco-responsables. D'abord parce que ce sont des produits qui sont naturels recyclés, quelquefois en plus, pour certains, et puis qui produisent peu de déchets pour certains, qui demandent peu d'eau pour d'autres. On a toujours travaillé la fibre et la matière naturelle. Bien sûr, nous avons et lorsque nous faisons par exemple des vinyles, ou dans les années 80, c'était quelque chose qui était un petit peu épouvantable. Aujourd'hui, c'est travaillé avec des encres à l'eau, avec beaucoup de recyclage.
et avec sans perdre des qualités importantes comme toutes les qualités antibactériennes qui sont demandées aussi fortement aujourd'hui. Il faut regarder des deux côtés, bien sûr, hein. Il n'y a pas que le côté naturel qui est une pure merveille, et puis le côté plus technique qui serait une catastrophe. On y arrivera, puis c'est le propre et du monde industriel aussi de réfléchir, et puis d'arriver à proposer des matières sur lesquelles nous ensuite on pourra travailler et qui seront conformes aux souhaits du plus grand nombre, et puis indispensables aussi pour le développement de toute l'humanité. Ah, j'ai vu que vous aviez aussi un papier peint là en pâte à papier. C'est hyper tendance la pâte à papier. Comment vous l'avez typiquement comment vous l'avez créé? Alors ça, c'est un produit que nous avions remarqué chez un de nos sous-traitants, extrêmement artisanal. Ce sont des pâtes à papier qui sont très buvards, épaisses aussi. C'est comme des petites plaques. Et on les a travaillées avec un gaufrage manuel. D'à peu près, on va dire 30 par 30 ou 35 par 35, sur lesquels on fait nos dessins. C'est comme au bloc, si vous voulez. Vous faites une pression et puis la pression fait que vous déformez le papier, vous allez créer votre dessin de cette façon-là. Et comme c'est des plaques, vous voyez, elles sont pas nettes sur chaque bord, elles sont pas uniformes du tout. Et pour faire on va dire 10 ou 1,20 m de large, il en faut au moins 3 ou 4 dans la largeur, autant dans la hauteur. Vous arrivez à avoir sur, on va dire, un peu plus d'1 m², 9 dessins différents. Et avec ce côté justement très buvard, très matière, très mat, qui aspire un petit peu comme ça le regard. C'est extrêmement qualitatif. Comment naissent les motifs, les thèmes même des collections? Toujours pareil, à la fois vous avez nos propres racines, notre propre histoire, et qui est confrontée tout le temps aux envies d'aujourd'hui. Et vous ajoutez à ça, bien sûr, tout ce qui a été acquis ou qui est toujours en discussion avec nos sous-traitants. Parce que nous cherchons, mais nos sous-traitants cherchent. Nous avons, des bureaux de style, mais vous avez tout un tas d'ateliers avec lesquels on travaille, de petits ateliers où souvent ils sont détenus par des gens qui sont aussi très créatifs et qui aussi cherchent. Tout le monde cherche. Après, il faut juste que les rencontres se fassent et sur les mêmes envies. Combien d'ateliers travaillent pour vous? Et est-ce que ce sont toujours les mêmes ou vous variez au fur et à mesure des années? Non, alors on essaie de varier, mais bien sûr, quand vous avez trouvé quelqu'un avec lequel vous entendez bien et que la compréhension est formidable, vous développez encore plus de choses. Et c'est plutôt en France ou du coup c'est aussi des expertises des savoir-faire dans le monde entier, j'imagine? Oui, ce sont des savoir-faire dans le monde entier. On va chercher là où sont les savoir-faire. Puis après, ça dépend de la façon dont on veut les reproduire. S'il y a une partie qui est plus industrielle, on n'est jamais 100% industriel, on est toujours semi. Là, c'est plutôt fait en Europe. Et quand c'est extrêmement manuel, artisanal, c'est fait plutôt en Asie, mais dans des pays où l'artisanat est une énorme valeur. Après, vous avez aussi toute la partie que vous avez en France, que vous avez en Italie, bien sûr, toutes ces entreprises qui sont liées à la mode, mais qui peuvent être aussi bien, qui peuvent avoir 10 personnes, mais qui peuvent en avoir 100 aussi. Oui, parce que votre spécificité, c'est que vous n'avez pas d'usine. Vous ne produisez pas, vous faites... expliquez-nous. On fait tout fabriquer. D'un côté, c'est une chance, parce que si nous devions posséder toutes les machines avec lesquelles nous travaillons, ce ne serait pas possible. J'imagine. Ce ne serait pas possible. De l'autre côté, ça peut être aussi une petite faiblesse, parce qu'on garde moins nos savoir-faire, puisqu'ils sont un petit peu disséminés. Comment vous arrivez à conjuguer justement ces savoir-faire ancestraux traditionnels avec les créations contemporaines que vous imaginez? Parce que les savoir-faire sont des vraies valeurs et ils permettent de dire quelque chose de différent, quelquefois même sur des sujets, et bien sûr, parce que nous, on n'a pas la prétention d'avoir tout inventé. On s'intéresse, nous aussi, à tout ce qui a existé. Ça fait partie de la culture de chacun. Mais c'est la façon dont on va s'en servir qui va créer une différence. Parce que si votre regard est tourné par exemple, vers le 18e
qui est une des plus grandes richesses artistiques françaises, et c'est ce qui a dominé dans notre métier dans le milieu des années 80. Vous aurez toujours tendance à aller reproduire quelque chose qui sera inspiré de ça. Mais si votre attrait il est pour mettons une forme d'artisanat, la culture que vous avez passant sous le savoir-faire d'un artisan, ça va vous donner quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que vous aviez au départ. Vous proposez aussi des tissus pour les sièges, les rideaux, etc. Vous avez une vingtaine de matières, je crois. Est-ce qu'on peut autant innover que sur les murs? Alors, c'est plus compliqué pour nous, en tous les cas. Mais aussi, je pense, parce que nous avons des racines murales qui sont très très fortes. Mais on a quand même on a conservé on a de belles réussites. Déjà, parce que nous, on était déjà parmi les premiers à lancer des broderies dans les années 92, 13, 14 déjà, avant que ça prenne une véritable ampleur chez les éditeurs, mais parce que nous étions beaucoup plus risque-tout aussi. Récemment, on a de très beaux succès avec des tissus qui sont 100% outdoor, qui vont sur les bateaux aussi, qui vont dans les hôtels, qui sont aussi non-feu, qu'on peut mettre au bord des piscines, qu'on peut mettre dans des terrasses urbaines aussi, et qu'on peut mettre aussi à l'intérieur, bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup de qualité technique. Mais quand même, les racines d'Elitis sont très murales. Et c'est vraiment l'attraction la plus forte chez nous. Maintenant, le tissu a représenté aussi, jusque dans les années 2008, c'était pratiquement la moitié de notre chiffre d'affaires. Mais on ne snobe pas le tissu, parce que ça fait partie de la maison. Donc c'est un axe sur lequel on veut aussi véritablement exister. Et j'ai eu la chance de rencontrer récemment Ariane Dahl, qui avait envie d'un nouveau challenge. Et c'était magnifique, parce que nous avons, nous aussi, envie d'un magnifique challenge en tissu d'ameublement, et elle a une véritable personnalité textile très forte, très puissante, et avec sa consoeur Laure Magoutier, elles viennent prendre en charge le tissu d'Elitis. On va certainement aussi acquérir les qualités que nous avons en mural. Je ne doute pas qu'on va les retrouver en tissu également bientôt. Quelles sont les grandes tendances, les grandes envies du moment? Il y a les grandes tendances dans lesquelles nous nous étions installés, sans le savoir au départ, mais parce que ça nous correspondait bien. Tu vois. Ces grandes tendances, elles vont pas disparaître du jour au lendemain. C'est sûr que les belles matières, on en aura toujours envie. Mais les grandes tendances ne durent pas non plus une éternité, parce que sinon elles lassent. Et le principe, c'est que chacun dans sa vie professionnelle, personnelle, dans ses goûts, évolue aussi. Les envies changent. La mode passe, elle se renouvelle. Il faut savoir être dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'intéressez pas non plus. Par exemple, on traverse depuis quelques années quelque chose qui est dans un courant qui est fort et qui est l'inverse de celui dans lequel nous étions, qui sont des profusions de dessins, et le mélange de profusions de dessins ensemble. On s'est pas laissé très aspirer par ça, mais nous avons d'autres façons de faire du dessin, avec nos matières d'abord, parce que ça c'est quelque chose qu'on maîtrise complètement, et puis qui reste aussi dans l'histoire d'Elitis. Mais on ne le snobe pas complètement. Dans toute histoire d'Elitis, on a toujours eu cette capacité, si vous voulez, à la fois à être dans ce qui est profond chez nous, et en même temps à surfer sur les envies du moment, et même si les envies durent, par exemple, 4 ans ou 5 ans. Oui, 4 ans, 5 ans, c'est un cycle court de mode, mais il faut aussi être dedans. Donc on navigue toujours là-dedans. Est-ce que vous avez repéré, par exemple, une matière qui va faire son grand retour? Alors nous, on travaille, on a une bibliothèque de matières qui est très forte. C'est-à-dire que si vous êtes un décorateur, un bureau d'études, et que vous recherchez des matières, vous venez puiser chez nous, et vous avez, vous voyez, c'est comme si vous rentriez dans un grenier, et puis au fur et à mesure, vous enlevez vous défaites toutes les valises, et vous trouvez de plus en plus de choses extraordinaires, parce qu'on a 32 ans de recherche là-dedans. Et qu'elle soit complètement naturelle, qu'elle soit industrielle ou semi-industrielle, on a une bibliothèque qui est très riche. Et on est vraiment, je crois qu'on apporte, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est assez reconnu dans notre métier, c'est que on apporte beaucoup de solutions aux architectes et aux décorateurs.
Mais la matière de demain, on travaille sur plusieurs matières de demain, d'après-demain. On sait les mouvements, en gros, dans lesquels on doit s'inscrire. Ben, c'est à nous d'être capable de continuer à les trouver. Mais c'est sûr que c'est moins facile aujourd'hui quand, on va dire, depuis presque un an, on peut plus voyager. Peut-être qu'il faudra accepter que pendant encore un an, on ne puisse pas non plus voyager beaucoup. Mais bon, on peut aussi travailler un petit peu à distance, même si c'est que ça reste quand même compliqué parce que nous on est dans des métiers où on a besoin le voir ne suffit pas. Il faut toucher, il faut respirer le produit véritablement. Il faut s'en imprégner complètement pour voir comment après on va pouvoir le transformer. Oui, justement, c'était une de mes prochaines questions. Comment s'est passé alors maintenant, on va parler de premier confinement et de deuxième confinement. Est-ce que vous aviez pu continuer à travailler quand même d'une certaine manière? Et là, le deuxième, comment vous l'appréhendez? Alors, je pense qu'il sera moins compliqué parce que forcément, c'est le deuxième. Donc le premier, on a tous essuyé un petit peu les plâtres. C'était compliqué, tout n'était pas très clair au début. On avait l'impression que la moindre petit écart, nous allions nous mettre en porte-à-faux par rapport à ce que nous entendions des souhaits et des recommandations gouvernementales. Il a bien fallu 5 semaines pour que les choses se clarifient. Et après, une fois que ça s'est clarifié, on a pu avancer plus normalement. Mais on avait un cas qui était suspect chez nous, qui nous a obligés du jour au lendemain à fermer déjà tous les entrepôts tout de suite. Donc on n'a rien expédié pendant 3 semaines. Et puis par contre, ça on a été assez réactif sur le plan du télétravail, c'est-à-dire que tout le monde a pu partir chez soi avec ses ordinateurs. Mais globalement, ça s'est pas trop mal passé. Et puis on a adapté le temps de travail en fonction du boulot. On sait que maintenant on va retomber dans une période qui va être délicate parce que la France elle est confinée en totalité, donc il ne faudra pas espérer grand-chose de la France. Il nous reste l'export sur lequel on a été très très présent. Même si, comme je vous le disais en préambule, l'export a changé parce que moi j'ai connu le développement international dans les années 80 où c'était magnifique, on pouvait faire le tour de la Terre physiquement et y compris en produits et avec des valeurs qui étaient négligeables par rapport à ce que c'était avant. Avant, on avait l'impression que c'était réservé à une petite partie de la population. Et au fur et à mesure, tout s'est agrandi et tout le monde est parti au bout de la Terre. Ça a été une période qui était fantastique. Tout ça, ça se rétracte parce que peut-être que, et moi je me rappelle d'avoir appris avec Jacques Ellul que à tout mouvement d'expansion correspond à un mouvement de rétraction. Et ben c'est le mouvement dans lequel nous sommes déjà depuis un bout de temps, et puis qui a amené jusqu'à des régimes qui sont plus durs. Les pays se referment un petit peu. Donc c'est dommage, mais on est obligé de passer par cette phase peut-être pendant quelques années. Ceci dit, nous avons quand même nous un champ d'expérimentation en Europe qui est formidable. L'Europe est une zone géographique qui est d'abord démocratique, c'est génial. Et puis on est sur toutes nos racines, quoi. On est chez nous, là. C'est une zone très puissante sur le plan aussi économique. Les États-Unis sont une zone qui est très puissante aussi. Et puis après, tout ce qu'on pourra continuer, tous les liens que nous avons noués depuis 30 ans dans les différentes parties du monde, on espère continuer à les faire vivre jusqu'au moment où ces pays, pour certains, se réouvriront de façon plus agréable. Oui, parce que juste qu'on soit bien clair pour les auditeurs, vous vendez surtout aux pros, aux décorateurs, aux archis, aux restaurants ou aussi aux particuliers? Alors non, nous ne vendrons pas aux particuliers, mais nous avons un showroom à Paris, par exemple, qui vend, je dirais, d'un 9 cas sur 10 à un professionnel, mais qui vend et aussi aux particuliers et qui conseille les particuliers. Un particulier peut venir chez nous, il sera reçu complètement, on l'aidera à réaliser la décoration de son appartement. Et le siège, là, vous me parlez de Toulouse. Vous êtes à Toulouse et c'est une distinction aussi. Les éditeurs étaient souvent parisiens. Oui, c'est vrai, je me rappelle, quand j'ai démarré à Toulouse, la première réflexion que j'entendais de mes confrères, c'est « Tu vas à Toulouse? Tu vas en province? Oh, t'as aucune chance. Là, pas possible. Enfant, soit à Paris, etc. » Bon, on a mis longtemps pour venir à Paris avec un showroom. On a mis, je crois, à peu près 17 ans pour se décider à avoir un showroom à Paris, ce qui ne nous empêchait pas du tout de nous développer parce que notre marché était très international.
Mais c'est vrai que Paris reste aussi une lumière qui attire, surtout dans le domaine des arts. La France et l'Italie sont les deux pays principaux. Nous étions à la fois, on était rue de Bellechasse, un showroom d'à peu près 90 mètres carrés dans un joli coin du 7e, que nous avons laissé à une petite structure que nous avons rachetée, qui s'appelle CMO. Et on leur a laissé cet emplacement parce que nous, on est parti s'installer dans le 6e, cette fois-ci, là, au cœur du quartier latin, au 5 rue Saint-Benoît. Là, on a un grand showroom en U qui fait presque 300 mètres carrés. Là, c'est formidable pour nous parce qu'on a pu enfin présenter nos produits en grand. Parce que 90 mètres carrés, c'était petit pour nous, compte tenu de toutes les collections que nous avons. Alors, vous en parliez là, vous parliez de CMO. C'est une autre marque. En quoi elle se distingue d'Elitis? Alors, CMO, c'était une petite entreprise qui existait depuis une vingtaine d'années. Puis, Marianne Houdin, qui l'avait créée, un jour m'a contacté parce que elle voulait arrêter et elle cherchait quelqu'un qui avait la sensibilité de ses produits. Oui, moi j'ai tout de suite flashé dessus parce que j'avais absolument cette sensibilité. Donc on l'a repris, j'ai mis quelqu'un, Frédéric Vaudoisé, que je connaissais très bien, qui avait travaillé avec nous déjà pendant plusieurs années, pour s'en occuper, qui se plonge dedans à bras-le-corps et avec passion. Toujours aidé un peu par Marianne d'ailleurs, qui passe une journée avec nous chaque semaine. Et là, vous verrez que c'est en train de devenir quelque chose de superbe. La différence avec Elitis, cette entreprise, elle est uniquement consacrée qu'à des produits qui sont fabriqués à la main, donc sur des métiers à bras, souvent sur des plus petits métiers à bras, dans des plus petits ateliers. Quelquefois, c'est jusque chez une famille, vous voyez. On va l'amener donc c'est très raffiné comme produit. C'est une clientèle souvent de décorateurs qui ont cette sensibilité très forte aux matières naturelles. Oui, ce sont des fibres rares, vraiment des... Exactement, parce que pareil, quand vous regardez le vocabulaire de matière, vous avez, bien sûr, si vous avez de la baca ou vous avez de la soie, mais vous avez du vétiver, vous avez de l'ortie blanche, vous avez de la fleur de lotus, vous avez du lin du Népal. Vous voyez, vous avez du bananier, vous avez de la fibre de coco, vous avez tout un tas de matières qui sont très évocatrices. Et après, c'est dans la façon dont elles sont travaillées que vous les rendez encore, vous les magnifiez, vous les rendez encore plus belles. Mais donc, nous, on a beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie pour CMO, parce que ça correspond d'abord énormément aussi à l'ère du temps, mais on va l'inscrire dans quelque chose de durable, dans lequel il est quasiment et intrinsèquement aussi. Et vous venez de présenter aussi le mois dernier, vous avez créé une nouvelle marque qui s'appelle Astéré. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, alors Astéré, l'idée est venue parce que, si vous voulez, dans notre métier, il y a des grands cycles d'entreprise, et puis vous avez des niveaux aussi. Et nous étions arrivés depuis déjà quelques années. Alors bien sûr, on va dire que c'est peut-être très personnel là, cette analyse, mais c'est ce que je ressens moi, de mon expérience. J'ai vu que vous avez des niveaux de chiffre d'affaires. Quand vous arrivez là, c'était très dur de passer au-dessus. Et c'est comme si vous aviez, en fonction de l'esprit que dégage une entreprise, une partie qui lui était allouée ou dont elle pouvait bénéficier. Mais aller plus, c'était compliqué. Donc c'était surtout parti de ce constat-là. Et je me suis dit, si on veut continuer à exister de façon un petit peu plus expansionniste, parce que si vous développez les gens qui sont avec vous, et ça c'est fondamental dans le succès d'une entreprise, c'est-à-dire que les gens que vous entraînez avec vous, il faut absolument qu'ils puissent se développer aussi. Donc je m'étais dit, il faut trouver quelque chose qui permettra à Elitis d'aller plus loin. Et autant l'idée d'Elitis c'était très fortement ancrée, validée depuis le début, que on développait une marque, donc la star était la marque, et il y avait son antithèse qui nous tendait les bras. Et son antithèse, c'est-à-dire de faire une marque dont la star n'est pas la marque, mais la star sont les artistes. Moi, je trouve ça superbe, parce que ça nous permet aussi de nous intéresser au monde artistique extérieur à celui d'Elitis, en le faisant travailler sur les savoir-faire que nous avons. Et on a commencé comme ça 3 collaborations avec François Mascarello, Garance Vallée, et avec Porter Teleo, qui est une société américaine.
C'était formidable parce que vous voyez par exemple François Mascarello, lui, c'est quelqu'un qui travaillait le papier peint à la main, au pinceau, sur du craft. Alors lui, vraiment, sa clientèle, c'est vraiment que les très grands décorateurs, les grandes marques, et il ne connaissait pas notre monde, alors qu'en fait, il est fait aussi pour notre monde. On a fait une première collection ensemble, que je trouve personnellement magnifique, très riche, qui repose sur plusieurs techniques différentes aussi. Vous voyez, il y avait un véritable investissement qui a été fait. Oui. Donc, l'idée, si je résume, c'est en fait vous invitez des artistes contemporains en fait à faire vivre leur art C'est sur ça. un autre support Exactement. qui est le papier peint, le papier peint Exactement. et les tissus. Est-ce que vous, il y a plus largement une création, un produit ou une collection dont vous êtes le plus fier, que vous avez aimé le plus En général, c'est toujours celle qui va venir. Et puis, on se retourne rarement vers le passé, même si quelquefois on regarde, on dit, mais punaise, ça c'est magnifique, ça c'est sublime. Mais bon, mais notre esprit à tous, il est toujours sur la prochaine, en espérant qu'on arrivera à la faire, que les sous-traitants sont capables de nous livrer comme on le souhaite, ou d'apporter la valeur ajoutée créative que l'on y met, et puis avec toujours une satisfaction, une insatisfaction, et puis d'essayer toujours d'améliorer les choses. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, personnellement? À quoi vous êtes sensible? Alors, paradoxalement, vous voyez, moi je suis sensible, je suis très contemplatif. Non, je n'ai pas un souci, un besoin matériel très développé. Moi, j'aime les belles choses, j'aime les beaux paysages, j'aime ce qui me transporte. Est-ce qu'il y a des personnalités, des créateurs qui vous inspirent? Bah, déjà ceux qui travaillent avec nous, parce que ce sont des gens formidables. Et puis après, il y a bien sûr tous les succès. Derrière chaque succès dans les métiers para-artistiques ou artistiques ou dans les métiers de la mode, vous avez de très grands créateurs. Et donc des gens qui ont des regards absolument incroyables. Oui, comme qui, par exemple? Alors il y a ceux qui savent aussi extrêmement bien l'exprimer. Je pense notamment à celui qui a disparu il n'y a pas très longtemps et qui animait tout Chanel, entre autres, et pas que ça, Lagerfeld. Et lui, il était extraordinaire. Juste à écouter déjà, on se délectait. Et puis après, vous avez bien sûr tous ceux qui ont aussi des parcours un petit peu plus originaux. Je pense par exemple à Stella McCartney. Je pense à des gens comme bien sûr Galliano, qui était extraordinaire. Et qui après c'est des métiers horriblement, on l'a vu, ce sont des métiers qui sont horriblement stressants, surtout dans des grandes marques, moins chez nous, moins dans les petites boîtes comme nous, mais les grandes marques, vous avez une telle pression de développement, je pense que je sais pas comment ils font pour y arriver. Que vous ne vous imposez pas chez Elitis. Est-ce que vous fonctionnez d'ailleurs par collection ou comment, ou c'est au gré de vos envies que les nouveautés sont éditées? Alors, ce ne sont pas au gré de nos envies, parce que il faut que nos envies doivent absolument rencontrer les envies des autres. Donc c'est ça qu'il faut réussir. Mais ça c'est aussi, je dis pas que nous on découvre pas tout seul, hein, bien sûr. Hein. On n'est pas des génies. Hein. Simplement, on essaie d'être le plus à l'écoute possible, en regardant, en appréciant, en comprenant, en digérant ce que tout un tas d'autres talents font dans des métiers qui sont différents des nôtres. Et puis nous, on le ramène à notre métier. Et puis on essaie de le transformer. Ah, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas forcément matériel, mais est-ce que vous avez quand même un style déco, quelque chose que vous aimez? Le dépouillement. Oui. Oui. Ouais, mais c'est intéressant. Ça ressemble c'est quel style chez vous? C'est comme ça? C'est minimaliste? Ah oui, alors c'est complètement, il y a le moins possible. Ouais. De mobilier, d'objets déco et sur les murs? Dans les Shadocks, je suis celui qui écope tout le temps. Mais par contre, j'ai une vue magistrale sur les pins parasols, sur une mer qui est comme un lac. C'est fabuleux. Il y a pas de revêtements muraux dans toutes les pièces. Non. Il y en a zéro. Ah, il y en a zéro. Il y en a zéro. Non, parce qu'il faut les avoir dans la tête déjà. Donc si en plus il faut les avoir sur les murs, ça fait trop. Ouais, c'est vrai. Après vous êtes bloqué par le mur. Je préfère quand j'ai rien, je peux tout imaginer. Et alors, moi, je ne dessine pas, hein, à titre personnel. Ouais. Ce sont nos artistes qui dessinent, bien sûr. Mais il faut pouvoir
je pourrais pas être complètement imprégné de mon métier. Ou quand j'aurai quelque chose sur les murs, c'est parce que j'arrêterai, quoi. Et alors, quelqu'un à l'inverse qui a des murs blancs chez lui, vous êtes quand même assez audacieux chez Elitis. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a des murs blancs et pour qui franchisse le pas de mettre du papier peint ou un revêtement mural, un panoramique? Déjà, ça donnera beaucoup plus de chaleur à son intérieur. Première chose. Et ça peut apporter tout un tas d'autres qualités aussi, qui sont aussi bien il n'y a pas que les qualités esthétiques, il y a aussi des qualités techniques. Il y a des qualités, je parlais tout à l'heure par exemple de revêtements qui sont antibactériens. Donc ça c'est très recherché aussi. Vous avez des qualités acoustiques aussi. Vous avez des qualités, si vous êtes dans un hôtel par exemple, dans un restaurant, des qualités de non-feu. Vous, si vous êtes par exemple au bord de la mer, vous avez besoin de produits qui sont résistants au sel, par exemple. Et tous ces produits-là, on les a chez nous. Là, on va être reconfiné. Est-ce que vous allez mettre en place des astuces? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous sentir bien chez vous? Alors, d'abord, j'ai la chance d'avoir une cheminée. Quand on est confiné, ça, c'est génial. Et puis après, j'ai aussi un jardin qui a un côté un petit peu tropical avec des palmiers, des baleiniers. Et je dirais que j'ai presque l'impression de me sentir en vacances en étant confiné. Un grand luxe. Je vous remercie beaucoup, Patrice, pour cet échange. Je vous en prie. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.